Bon, à la fin de l'autre capsule, j'étais mélangée, j'étais en train d'expliquer l'alcalose métabolique, mais c'est l'acidose métabolique que je voulais expliquer. Donc, ton rein est incapable de réabsorber le HCO3 pour neutraliser l'acide parce que le rein est incapable d'éliminer l'ammoniac. L'ammoniac, c'est de l'acide. Donc, si on n'est pas capable de réabsorber le HCO3 pour essayer de neutraliser tout ça, on va tomber en acidose métabolique et c'est là on va voir dans les manifestations cliniques la respiration Kussmaul. C'est dans ces moments-là qu'on va voir ça, là, cette respiration-là. Alors, on était rendu sur le profil lipidique on va essayer de stabiliser le plus possible, puis on va le voir tantôt dans les traitements. Puis l'acide urique, je ne vais pas vous en parler trop en détail en ce moment parce qu'il va y avoir des capsules sur la goutte. La goutte, c'est une sorte d'arthrite, mais on l'enseigne en même temps que l'insuffisance rénale parce que c'est une goutte qui est causée c'est une arthrite qui est causée par des problèmes rénaux parce qu'on n'est pas capable d'éliminer l'acide urique. Puis on va le voir tantôt là, quand on va faire les vidéos pour la goutte, qu'est-ce que ça l'implique. Alors, tantôt, je vous ai parlé de le rein qui est insuffisant, qui n'est pas capable d'éliminer le potassium. Donc, le potassium s'accumule dans le sang. Qu'est-ce que ça va causer? Des grosses, celle qu'il faut se souvenir, là, gros problèmes d'arythmie au niveau cardiaque. Au niveau musculo-squelettique, qu'est-ce que ça aurait l'air, quelqu'un qui a un potassium assez élevé? C'est de l'irritabilité au niveau des muscles. C'est celui que je dis, ça ne veut pas dire que la faiblesse, c'est pas une manifestation clinique, puis l'inconfort, ce n'est pas un non plus, mais l'irritabilité au niveau musculaire, c'est vraiment assez spécial, là. C'est comme s'il y avait plein de petites crampes, mais partout, dans tous les muscles. Et puis, c'est assez facile à voir là, quand c'est présent. Juste pour que vous sachiez, là, si jamais ça vous arrive de voir ça. Sur un ECG ou sur un tracé, parce que moi, je ne vais pas vous parler de CG, être capable de lire un ECG, c'est assez complexe. Moi, je vais juste vous montrer là, le tracé, la dernière partie de l'ECG. On va voir que l'onde P va être plus plate, que l'onde T, elle va être pointue, puis que le QRS, il va s'élargir tranquillement pas vite, plus que le potassium est élevé. Alors ici, on voit un ECG normal, puis là, je vous ai dit que je ne ferai pas un cours sur l'ECG, mais la dernière ligne en bas ici, c'est toujours un tracé. Donc, si vous voulez regarder les ECG puis que vous n'êtes pas en mesure de lire tout ça, la dernière partie ici, c'est un tracé. Donc, on parlait de l'onde P, qui est supposée être comme ça ici. Là, je suis plus capable d'écrire dans mon écran parce que j'ai brisé mon ordinateur. L'onde QRS, qui est supposée être relativement pointue ici. Puis l'onde T, qui suit après le QRS. Donc, là, ici, on a un ECG pour un patient qui a un potassium normal. Alors, ici, on voit un ECG pour un patient qui a un potassium très élevé. Donc, même si vous essayez de la trouver, là, l'onde P, une fois qu'elle est difficile à trouver, l'onde T est rendue très pointue, l'onde QRS est inversée, puis voyez-vous comment qu'elle est large ici. Mais là, même si on regarde ailleurs sur le CG, regardez comment c'est large, puis regardez comment que l'onde T est rendue grosse par rapport à l'onde P qui est presque inexistante. Là, j'en ai d'autres ici qui nous montrent une gradation quand même plus simple. Ici, on a l'onde P, l'onde QRS, l'onde T, qui est comme pas pire normal. Là, ici, on a une onde P qui a envie d'être aplatie puis allongée à la limite. QRS, la même chose. Là. Regardez comment c'est large ici à comparer à ici. Puis l'onde T qui devrait être ronde comme ça, qui est pointue comme ça. Et rendu à un potassium à 10, regardez comment votre tracé a l'air du diable. Je vous dis, un patient qui a un tracé comme ça, là, appelez quelqu'un. Vite, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps à ce petit cœur-là à continuer à battre pour faire circuler le sang. Ça ici, là, ça c'est un précode. Là. Dans les minutes, voire les secondes qui suivent, le patient va arrêter de respirer puis son cœur va arrêter de battre. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme examen paraclinique pour diagnostiquer l'insuffisance rénale, outre les tests qu'on a parlé avant, là,
voyons, la clairance de créatinine, la créatinine dans le sang, l'urée dans le sang, puis l'analyse d'urine. Mais on peut aller faire des échographies rénales juste pour voir est-ce qu'il y a quelque chose dans le rein qui l'empêche de fonctionner. Parce que ça se peut que ce soit pas juste du dommage. Excusez, on va voir un peu plus tard, c'est qu'il y a 3 sortes d'insuffisance rénale. Ça peut être pré-rénale, ça peut être dans le rein, puis ça peut être post-rénale. Fait que on va aller voir avec l'échographie, est-ce qu'il se passe quelque chose dans le rein? Est-ce qu'il y a une tumeur? Est-ce qu'il y a une grosse pierre qui fait que le rein fonctionne pas bien? La scintigraphie rénale nous donnerait un peu la même chose. La scintigraphie, c'est un examen avec du nucléaire qui nous donnerait une idée de est-ce que notre rein fonctionne de la même façon dans tout le rein. Je pense que j'ai des photos après, là. Scan, encore là, pour aller voir est-ce qu'il y a des tumeurs, est-ce qu'il y a des pierres, est-ce que... Fait que ici, on a la scintigraphie. Ici, on a un rein normal. Ben, non, c'est pas vrai. Le rein normal est ici. Ici, là, il se passe quelque chose, là. Il y a du rouge, là. Il y a trop d'activité. Probablement une tumeur ici, là. Ici, on a un scan avec voyons, une tranche, c'est comme si on était tranché dans ce temps-là, dans ce sens-là. Donc, c'est une vue d'en haut, parce qu'ici, on voit la colonne vertébrale, on voit un rein à droite qui semble relativement normal, puis le rein à gauche, excusez, je sais pas ma droite de ma gauche, le rein à gauche qui a l'air relativement normal, puis le rein à droite qui clairement contient quelque chose qui n'est pas supposé être là. Ici, on nous dit que c'est une grosse pierre. Elle est énorme, la pierre, là. Ça, c'est pas le genre de pierre qu'on est capable de dire au patient, vous allez retourner chez vous, puis ça va passer. Parce que ça passera pas. Alors, tantôt, je vous ai dit qu'il y avait 5 stades d'insuffisance rénale. Dans les 3 premiers stades, même je vous dirais dans le premier, il n'y a pratiquement aucune manifestation clinique. Ça se peut qu'on l'ait découvert de façon fortuite. Le stade 2 ou stade 3, là, on commence à avoir une diminution de la filtration glomérulaire qui va être assez significative. Puis là, ce qu'on veut, c'est ralentir le processus. On veut, quoi que ce soit qui est en train de causer du dommage à notre rein, on veut que ça l'arrête. Donc, on va essayer de maintenir la qualité de vie, mais de ralentir beaucoup l'évolution de la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on va soigner? Qu'est-ce qui a un impact sur nos reins? Donc, entre autres, dans les habitudes de vie, le tabac, l'alcool, si l'hypertension est problématique, donc le tabac, l'alcool, le poids, le sel, c'est toutes des choses qu'on va essayer de gérer pour essayer d'avoir que notre patient ait une vie le plus sain possible pour que ses reins soient en mesure de rester le plus sain possible le plus longtemps. Si on a un patient qui fait de l'hypertension, on va essayer de médiquer ce patient-là pour que sa tension artérielle soit toujours en bas de 140. L'idée, c'est de causer le moins de dommages possible aux reins. La même chose pour un diabétique. Un diabétique, ça va être encore un peu plus bas. On va essayer de garder notre cible en bas de 130. La cible d'hypertension, de tension artérielle, de systolique. Si c'est un patient qui est diabétique, on va essayer que ce patient-là, son diabète soit toujours bien stable. On va essayer de le garder en bas de 7. Fait que vous voyez que les traitements, c'est pas des traitements de l'insuffisance, c'est des traitements des trucs qui causent l'insuffisance. On a dit tantôt que dans les facteurs de risque, l'hyperlipidémie était problématique, mais c'est des patients qui vont être soignés avec des statines. C'est des patients à qui on va donner du Lipitor, du Crestor, tous les médicaments anti-cholestérol, puis qu'on va gérer aussi par la diète. Alors, c'est des patients qui vont avoir une diète low en gras, low en sel, low en sucre, surtout s'ils font du diabète. C'est des patients à qui on va donner en prophylaxie de l'aspirine. S'ils peuvent, premièrement, s'ils n'ont pas d'allergie à l'aspirine, et surtout s'ils ont des facteurs de risque pour la MCAS. Les MCAS, c'est les maladies cardiaques artériosclérotiques. Donc, ces patients-là, on va essayer de les soigner le plus possible là, avec un petit ingrédient plaquettaire, 81 mg à tous les jours, là, ça fait la job. Donc, l'objectif
L'objectif de tout ça, c'est on s'est rendu compte on s'est rendu compte qu'on a de l'insuffisance rénale, on essaye de la stopper pour rester dans les stades 1 à 3. Quand on arrive dans les stades 4 à 5, on essaye le plus possible bon, écoute, il nous reste un petit peu de fonction rénale, on va essayer de la garder, cette fonction rénale-là, parce que rendu au stade 5, là, on parle de dialyse, puis il n'y a aucune ou à peu près aucune fonction rénale. Donc, on va encore là traiter tous les trucs qu'on a vus ici, là. Les habitudes de vie, l'hypertension, je vous dis, les plus gros, là, l'hypertension, le diabète, le cholestérol, c'est les 3 gros à gérer. On va essayer, rendu dans le stade 4 et 5, de prévenir les complications, puis s'assurer que notre patient est le plus confortable possible, puis qu'on arrive le moins vite possible à la dialyse. Le but, c'est de ne pas aller en dialyse, mais il y a des fois où on n'a pas le choix. Donc, dans la pharmacothérapie qui peut être utilisée pour l'hypertension, il y en a toutes sortes, là. Il y a des antihypertenseurs. On ne va pas utiliser les HOLOL tant que ça dans les cas d'hypertension associée à une insuffisance rénale chronique. On va être plus dans le IECA, c'est des inhibiteurs de l'angiotensine. Oh mon Dieu, je me souviens pas des deux autres. Les inhibiteurs d'enzymes de conversion d'angiotensine. Bon, là, je l'ai. Certains diurétiques, mais on va voir que dans ces cas-ci, c'est pas... c'est des diurétiques qui vont laisser passer le potassium parce que le potassium a tendance à être très élevé chez un patient qui fait de l'insuffisance rénale chronique. Donc, on va voir tantôt, quand on va voir l'insuffisance rénale aiguë, là, ils ont aussi des diurétiques parce que les traitements sont à peu près les mêmes. Puis, on peut voir des doses assez faramineuses. Les patients qui sont dialysés vont pas prendre 50-80 mg de Lasix. Ça peut être jusqu'à 500 mg de Lasix. C'est assez impressionnant. Pour le cholestérol, je l'ai dit tantôt, il y a les statines. Pour l'hyperkaliémie, quand ça devient trop intense et puis qu'on est à risque de développer des conséquences, là, des arythmies, des infarctus à cause du potassium, il y a le Kxalate qu'on peut donner. On va le voir dans l'autre diapositive qui peut rapidement faire descendre le potassium, là, relativement rapidement. On va le voir dans l'autre diapositive. On va gérer l'anémie. On a dit tout à l'heure que le rein est en charge, entre autres, de produire l'érythropoïétine. Donc, s'il ne produit pas ça, on va leur en donner. C'est de l'EPO, pareil comme les petites filles ou les petits gars qui font du sport puis qui se dopent, là, c'est la même chose. Alors, c'est des injections qu'on va donner à ces patients-là. Par contre, l'EPO augmente le nombre de globules rouges, donc va augmenter la viscosité du sang, donc va augmenter l'hypertension artérielle. Donc, on revient ici, là. Fait qu'il va falloir peser les pour et les contre de l'EPO versus l'hypertension artérielle. Donc, c'est pas tous les patients qui ont de l'insuffisance rénale qui vont prendre de l'EPO. Si le patient a certaines complications neurologiques, il peut avoir à recevoir des anticonvulsivants. Parfois, certains patients qui ont une insuffisance rénale chronique souffrent de prurite assez intense qu'on peut régler aussi simplement qu'avec du Benadryl. Puis, il y a certaines carences vitaminiques qu'on va devoir gérer avec une multivitamine en extra. Donc, il me reste quand même une minute. Bon, je vais pouvoir parler ici que, tantôt, je vais parler du Kxalate ici, qui est une espèce de résine qu'on va donner aux patients, c'est par la bouche. On peut le donner en lavement aussi, mais c'est plus souvent par la bouche. Puis, on est quand même capable d'éliminer là, un milli-équivalent de potassium par gramme de médicament. C'est quand même assez élevé. Par contre, si on arrive à un patient à l'hôpital qui est en hyperkaliémie hyper intense, genre 10-12, on ne va pas le soigner avec du Kxalate parce que ça ne sera pas assez vite. Ces patients-là, on va leur donner de l'insuline parce que l'insuline va faire rentrer le potassium dans les cellules. Donc, il va le sortir de la circulation, l'entrer dans les cellules. Le problème avec ce traitement-là, c'est que oui, ça a géré du potassium rapidement de même à quelqu'un qui avait un très, très haut taux de potassium. Fait qu'on va voir ça à l'urgence, mais éventuellement, le potassium va ressortir des cellules. Donc, il va falloir le gérer avec du Kxalate. Là, j'arrive au bout de mon 15 minutes, fait que je vais arrêter mon vidéo et on revient avec la suite.